Coucou les coquinous. Alors, l'été se passe bien? On se réchauffe les parties génitales au soleil? Ou on se les humidifie, vu le temps? Enfin bon. Enfin, moi, ça y est, c'est fini, les vacances. Donc, bah, je me suis dit, tiens, allez, après une période assez longue d'arrêt, suite à diverses aventures qui me sont arrivées, bah, on va reprendre gentiment. Et on va reprendre par une petite review bah, des lectures que j'ai faites sur mon bungalow, avec les doigts de pied comme ça, à me dorer la pilule au soleil. Donc, on va pas y avoir des millions de vues, hein, pas lui non plus, pas fait que ça. Mais voilà, on va regarder un tout petit peu et je vais vous donner un avis sur ce que j'ai lu. Voilà, voilà. Allez, générique. Alors, ça aurait été un été DC Comics pour moi, hein, majoritairement du DC, 3-4 bidouilles à droite à gauche, mais vraiment pour le coup, majoritairement du DC. Et bah, j'ai commencé mon été avec un peu de magie, avec donc Justice League Dark, hein, le retour de Merlin. Ouais. Alors Merlin, rien à voir avec celui de Camelot. Hein. On n'est pas sur le pignouf qui est pas capable de faire une peinture à un hérisson. Non, non. Là, on est vraiment sur du il est méchant, il est pas très sympathique. Donc concrètement, de quoi il s'agit? Ben, on retrouve la Justice League, comme d'hab, Dark, c'est-à-dire que Constantine, Zatanna, etc. Zatanna en plein doute. On va retrouver des fameux personnages comme Détective Chimp, qui est le chimpanzé détective. On va retrouver évidemment le démon, Etrigan, le démon. Enfin voilà, on va retrouver toute cette fine équipe encore, qui va cette fois-ci se retrouver confronter à un Merlin pas sympa, mais alors pas pour un rond en fait, et qui va même foutre la terre à genoux. On va tomber sur un apocalypse presque magique, enfin, ouais, il va limite réussir, enfin, et même réussir. Et donc, bah, c'est à la Justice League Dark de récupérer le tir, de récupérer un petit peu tout ça, de recoller les pots cassés. Et c'est vraiment, vraiment plutôt sympa. Hein. Alors, ça, pas non plus un truc de dingue. Hein. On n'est pas sur du Hellblazer tel qu'on le connaissait avec les Hellblazer de Garth Ennis ou encore avec ceux de Mike Carey, mais clairement, c'est plutôt sympathique. Hein. C'est plutôt, ça se laisse lire, on va dire quoi. Moi, je suis un peu fan de magie. J'aime bien les univers magiques comme ça, et ça passe bien, ça passe super bien, quoi. En plus, ça casse à droite à gauche le quatrième mur, ça prend des petites libertés justement avec les réalités, etc. Vous voyez, un exemple typique, hein, on a ici une splash page avec donc une suite dans un espèce de pseudo-labyrinthe, dans une espèce de bibliothèque magique. Enfin, c'est vraiment, vraiment super bien foutu, c'est vraiment très joli, ça se laisse lire, mais alors vraiment, vraiment sympathiquement. Et puis, bah ouais, ça vous tient en haleine d'un bout à l'autre du récit, sans, sans, sans trop de problèmes. Il y a de la réflexion sur certains personnages, il y a de l'action, beaucoup d'action, il y a pas mal de choses. Et non, vraiment plutôt une lecture vraiment franchement agréable, quoi. Avec un petit personnage en plus dans la Justice League qu'à titre personnel, pardon, je ne connaissais pas. Alors son nom m'échappe évidemment. C'est une ancienne chevalière, la dernière chevalière de la table ronde, hein, qui gardait une épée sacrée, dont le nom m'échappe, hein, je vous avouerai franchement, hein, mais son personnage est plutôt sympa. Il y a un esprit chevaleresque, il y a un esprit héroïque, l'histoire de la quête. On est vraiment dans du magique façon table ronde ou pas loin, quoi, hein, un peu de choses près. Et c'est vraiment, vraiment bien foutu, hein, pour le coup. Hein. Donc, moi je l'ai pris en lecture de vacances. Hein. Ça vaut un truc genre 23-24 balles, je crois. Bon, bah, après, hein, faut aimer bien sûr les tripes magiques et il faut pas avoir peur de mettre un petit peu à mal le personnage de John Constantine, hein, qui est pas toujours comme moi je l'attends. En tout cas, pour moi, Constantine, au-delà du fait que ce soit un odieux connard, c'est quelqu'un qui est représentatif d'un certain esprit punk. Là, c'est pas tout à fait ça qu'on retrouve, même si, bon, toujours cette tendance à être un sérieux enfoiré. Bon, ça se laisse lire, hein, on va dire ça se laisse lire. J'ai pas été franchement époustouflé, j'ai pas été déçu. Vous voyez, c'est un truc entre les deux. C'est vraiment une lecture d'été, pour le coup. Voilà, on le lit, on le prend, on l'apprécie, ça fait du bien. Voilà, et puis on est tranquille, mimi. Hein, voilà. C'est entre deux baignades, on va dire. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Vraiment, c'était plutôt pas mal. Autre lecture qui a, je crois, fait polémique à droite à gauche, c'est le Lois Lane. Hein, le Lois Lane, ennemi du peuple.
euh, que, à titre personnel, moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, d'un bout à l'autre. Même si, à la fin, ça s'aventure un petit peu sur le terrain du multivers et que c'est un peu étrange que ça parte là-dessus, mais c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Ce que j'aime beaucoup dans ce bouquin, d'abord et avant tout, c'est qu'on prenne un personnage féminin, le personnage de Lois Lane, qui, durant toutes les années 50, 60, même jusqu'à Byrne, hein, on va dire, jusqu'à ce que il fasse son Man of Steel, Lois Lane, c'était soit celle qu'on devait sauver, soit celle qui devait prouver, qui voulait prouver que Clark Kent était Superman. Enfin voilà, c'était une espèce de pseudo faire-valoir qui était un peu creuse en fait. Et ça a changé avec justement l'aspect femme libérée, femme active que nous propose Berne. Et puis depuis, ça n'a fait que s'améliorer pour le coup. Et là, je crois que c'est un peu la quintessence de ça en fait. Je crois qu'on y voit une Lois Lane qui veut être indépendante, qui est vraiment donc elle sait que c'est suite aux derniers événements, Léviathan et tout ça. Elle sait qu'évidemment Clark Kent c'est Superman, elle a déjà un enfant avec lui, John, enfin je ne vais pas vous refaire le topo pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire ce qui s'est fait avant là-dessus, même si c'est pas indispensable pour comprendre le récit en lui-même. Et puis on voit une femme qui veut vivre au-delà de ce qu'est son couple en fait. Hein. C'est ça qui est intéressant dans le principe. Hein. Et y compris quand dans son couple, il y a Superman, hein, quand même, hein, c'est pas la moindre des choses, qui lui aimerait bien la protéger, le Boy Scout, tout ça, l'homme qui protège la femme. Ça peut paraître naturel, hein, ça semble naturel, mais il y a aussi le message là-dedans qui est vraiment, vraiment intéressant et qui consiste à dire une femme va vivre comme n'importe quel être vivant, comme n'importe quel être humain, va vivre au-delà de son couple. C'est un individu à part entière. Alors avec ses qualités, avec ses défauts, il y a des fois c'est une sacrée conne, on peut le dire. Il y a des fois c'est une femme qui est jusqu'au boutiste, ça c'est certain, mais comme plein d'autres personnages. Et c'est ça qui est agréable en fait, parce que elle est pas traitée autrement que comme un personnage. Voilà, c'est pas ni le cliché de la femme qu'on vient sauver, ni le cliché de la femme couillue, machin. Mais non, non, c'est une bonne femme, c'est un être humain qui a des objectifs, alors qui est passablement obsédé par ses objectifs et qui est très très professionnel. Mais concrètement, voilà, on est face à un vrai personnage riche, intéressant, risque tout. Et pour le coup, ouais, j'ai trouvé vraiment ça intéressant. Alors après, il est vrai qu'il y a quand même une volonté de Tom King, Tom King, n'importe quoi, de Greg Rucka, pardonnez-moi, comme à son habitude. Il y a une habitude de la part de Greg Rucka de créer des personnages féminins forts, ça c'est indéniable, mais sans vraiment les déshumaniser. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment super intéressant, quoi, pour le coup. C'est pas que des clichés. Hein. C'est comme on va avoir dedans donc The Question, mais cette fois-ci comment dirais-je, qui n'est pas The Question masculin, hein, pour ceux qui auraient loupé un épisode. Hein. On est sur la The Question, la The Question féminine, hein, Montoya, en fait, la Montoya de Gotham City, qui elle a un caractère aussi bien forgé, pour le coup, mais qui est complètement différente hein, de Lois Lane, hein, pour le coup. Donc on a comme ça des personnages féminins assez forts, assez sympas, qui construisent un récit, qui vivent un récit, et ça tient super bien, quoi. Enfin, on connaît Greg Rucka là-dessus, hein, il est clairement dans ce genre de délire, hein, entre ces personnages de Lazarus et autres. On est sur un homme qui aime beaucoup écrire les femmes fortes, et c'est très exactement ce qu'il fait. Quoi. Puis en plus, c'est loin d'être dégueulasse au dessin, hein, puisque on est sur du Mike Perkins en fait hein, au dessin, donc qui a un trait tout à fait réaliste. Hein, vous voyez, hein, c'est joli hein, à voir, hein, avec quand même des petits délires graphiques à certains instants. C'est plutôt cool. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé d'un bout à l'autre. J'ai pas été déçu. Même s'il prend un contre-pied à la fin, un choix un petit peu étrange de faire entrer dans un récit très terre-à-terre, limite polar, espion, etc., de faire entrer un peu du multivers, un peu du cosmique. C'est assez surprenant, mais c'est pas dégueulasse. Et puis ça se tient, en plus. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça tient. Donc moi, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, pour le coup, celui qui c'est un récit qui est un petit peu différent de ce qui se fait habituellement. Donc j'ai lu ça tranquillou, ça devait être à 30 balles, je crois, pour le coup. Hein. Donc voilà. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite, c'est pas un pamphlet féministe. On n'est pas dans le féminisme, on est juste dans l'écriture d'un personnage
qui va vivre des aventures et qui est une femme forte. Voilà, c'est pas, ça ne revendique rien, ça ne clame rien, ça donne, ouais, des fois de temps en temps des petites phrases un petit peu sympathiques, quoi. Du style, bah oui, si ça s'est pas passé, ou si ça s'est passé comme ça, c'est parce que moi je suis une femme et pas toi. Enfin bref, j'ai qu'il y a des petits messages, hein, mais je l'ai pas ressenti comme un pamphlet, à proprement parler. À lire, à lire, franchement, moi j'ai beaucoup aimé. À lire, c'est du bon, c'est du bon. Qu'est-ce qu'on a-t-il que j'ai lu? Ah oui! Oh là là! Oh là là, ça. Alors Flashpoint Beyond. J'ai une passion, une vraie passion pour les Elseworlds, surtout les Elseworlds où ça part vraiment en couille, pour le coup. Et le monde de Flashpoint, c'est vraiment un truc que j'ai apprécié pas mal, hein, puisque tout ce délire avec les Amazones, avec les Atlantes, dans un monde complètement ravagé, avec un Thomas Wayne à la place de Bruce Wayne. C'était vraiment, vraiment très, très cool, pour le coup. Là, c'est du Geoff Jones et tout et tout. Alors, pas que, hein, au Sénat, il y a pas que Geoff Jones, hein, Jeremy Adams et Tim Sheridan aussi. Donc, bah, j'ai plongé un petit peu dessus. Et en fait, je me suis aperçu qu'il aurait fallu que je relise Doomsday Clock avant un petit peu. Parce qu'il y a quand même 3-4 bidouilles qui paraissent des fois un petit peu, surtout sur la fin, un petit peu difficiles à cadrer, à garder à l'esprit. Donc, bah, on va on va la faire assez simple. Donc, c'est Thomas Wayne, le Batman Thomas Wayne, qui est censé s'être sacrifié dans le Flashpoint pour pouvoir faire en sorte que le Flash, notre Flash, puisse remettre d'aplomb le monde et donc que son Bruce survive et que lui ne soit plus le Batman. Et donc voilà, concrètement, Thomas Wayne est censé avoir disparu, mais il va se retrouver dans son univers, dans les mêmes conditions, comme si finalement le Flash, enfin The Flash, n'avait rien fait, en quelque sorte. Donc lui, il a essayé de comprendre tout ça, et il va se mettre à partir dans une direction où il pense que bah ouais, les actes qui vont permettre d'aboutir à ce que son monde redevienne le monde normal, si je m'exprime bien, mais en tout cas à remettre les choses à plat, eh ben, il va être prêt à accepter à peu près pas mal de choses, pas forcément cool, quoi, pour le coup. Donc c'est un Elseworld, ça se lit bien, très honnêtement faut du prérequis. Hein, alors on est bien d'accord que si t'as pas lu Flashpoint et encore une fois Doomsday Clock pour la fin, euh, ouais, franchement, faut passer sa route. Hein. Moi, en vérité, je l'ai lu, puis je suis revenu, et puis bah, je me suis repris le Doomsday Clock et je l'ai relu en me disant ah oui, bah, ok, j'ai compris trop quelle bidouille, parce que ça m'était un petit peu sorti de l'esprit, je vais être honnête. Mais non, mais il y a vraiment des trucs, vraiment des bonnes idées, des trucs vraiment sympas. Alors c'est pareil, c'est une lecture, elle est pas absolument essentielle et nécessaire. Hein, on va se mettre d'accord là-dessus. Mais c'était plutôt sympa. C'était un petit 20 balles. Bon, voilà, je l'ai pris. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Encore une fois, hein, c'est pas la grosse éclate de dingue, mais ça se lit tranquillou bilou, honnêtement. C'est plutôt cool. Qu'est-ce y a-t-il? Ah oui, oui. Hop là, regarde donc ça. Alors on va être clair, je suis un fan absolu de Keanu Reeves. J'adore l'acteur, j'adore le bonhomme. J'adore. Ce mec-là me fait kiffer. Je crois que c'est la définition du mec bien. Alors, c'est l'image que je m'en fais, hein, peut-être pas forcément vrai, quoi, mais bon, voilà, j'ai lu 3-4 trucs sur sa vie, sur sa façon d'envisager les choses, sur son rapport à l'autre, rapport aux autres. Et c'est un mec bien, et je l'aime bien. Et donc, ouais, on va être clair, je partais avec un a priori supra-positif d'entrée sur ce Berserker, donc qui est co-rédigé, co-écrit avec Matt Kint, que j'apprécie par ailleurs aussi. Et donc voilà. En plus, quand j'ai commencé à lire pardon, j'étais sur la fin de ma période John Wick. Hein, j'ai des cycles cinématographiques. Je me regarde tous les John Wick, tous les marchements, je me fais tous les Walking Dead, vous voyez, par exemple. Hein, bon, bref. Mais voilà, globalement, en termes d'audiovisuel, j'ai des cycles. Et j'étais en pleine sortie de John Wick. Hein, je venais de me retaper les 4 films. Et donc, bah ouais, voilà, je me suis dit, ah, attends, allez, hop, on y va. Et bah, en fait, on n'est pas loin, on n'est pas si loin que ça hein, de John Wick. Hein, on est sur un mec qui est une machine à tuer. Voilà. Si je vais faire une comparaison un peu chelou, j'aime pas faire ça normalement, mais bon, allez, on va y aller quand même. C'est le mélange entre The Eternal Warrior de chez Valiant et de John Wick. On va dire ça. En fait, c'est un mec qui bute tout le monde et qui est increvable. Voilà. Et l'objectif du personnage,
c'est de devenir mortel. En gros, pour vous la faire brève, donc c'est un individu qui a plusieurs dizaines de millions d'années de vie, qui est issu d'un espèce de rite magique, en fait. Il vient de l'époque, l'âge des cavernes, hein, vraiment le néolithique, ce genre de choses. Et donc, bah, il est à notre époque, il a été embauché par le gouvernement, un gouvernement, une organisation. Et donc, l'objectif pour lui, ça va être de collaborer, d'une part aux opérations militaires que l'organisation est amenée à faire, et en échange de pouvoir être étudié lui-même pour pouvoir aboutir finalement à la mortalité. Parce que cette classe qui veut finalement, c'est avoir la possibilité de mourir. Pas de mourir tout de suite, mais la possibilité de mourir. Et puis, bah voilà, on va partir là-dessus, en fait. Alors, le scénario, franchement, ça casse pas de trois pattes à un canard. Hein, je vais être honnête avec vous. Il faut être aussi un petit peu... faut pas être que le vieux fan qui bave sur Keanu Reeves. Ça casse pas trois pattes à un canard. C'est même un petit peu du déjà vu à droite à gauche, très honnêtement. Mais là aussi, c'est un truc qui se lit bien, c'est du bon divertissement. Vous voyez, je compare ça à un film de gunfight en fait. Hein, c'est vraiment clairement ça. Hein. Quand tu vas regarder un gunfight, John Wick évidemment, mais ça pourrait être euh, pas mal de films hongkongais, etc., etc. On a un film qui est là pour entendre du pampan et du boum boum. Et puis bah voilà, il n'y a pas de philosophie et de milliards de trucs à faire derrière. Bah c'est un peu ça. Hein, là, alors, par contre, c'est gore. Hein, il va loin dans le défonçage. Hein, vous voyez. Bon, puis le personnage, c'est clairement le modèle. Hein, c'est clairement Keanu Reeves de John Wick. Hein, barbu, cheveux longs, ténébreux, tout ça, tout ça. Mais voilà, on est sur un personnage qui est immortel, bon, qui paye quand même, hein, qui se fait un peu marave la gueule. Mais bon, c'est plutôt sympa à lire. Hein, c'est plutôt franchement cool à lire. Il y a un petit arrière-plan de mysticisme qui est plutôt sympa, bienvenu quoi. Bon après, ça révolutionne pas le genre, hein, on est bien d'accord là-dessus. On n'est pas sur le truc qui va te faire dormir, t'endormir tard le soir à cause de réflexion, pas du tout. Hein. C'est plutôt un vide boulon hein, pour le coup. Mais j'ai bien aimé. Bon, je suis pas objectif, hein, je vous le dis clairement, mais j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé. C'est bien ça. Oui, ça c'est bien. Alors, oh, égocentrisme de base. Pardon. À titre personnel, j'aime bien le post-apo. Voilà, c'est mon côté, il faut que tout crame, il y en a marre des cons. Voilà, j'aime bien quand l'humanité en a pris plein sa gueule et qu'elle a du mal à se relever. Et j'aime bien les kaiju, hein, j'aime bien les gros monstres qui défoncent des villes. Il y a peut-être un peu un lien. Et ben là, c'est mon bonheur, hein. C'est ma vie, c'est mon rêve. C'est Godzilla, Godzilla Cataclysme, qui est paru chez Vestron. Vestron qui fait un travail bien cool, je trouve, à titre personnel. Ils prennent des risques, hein, ils publient des choses qui sont vraiment cool, comme les Transformers, comme G.I. Joe, comme des choses comme ça, où le public français n'est pas forcément accrocheur. Et voilà, et ils publient donc Godzilla, Cataclysme. Alors qu'est-ce qui se passe? On est 20 ans après que les kaiju aient ravagé mais déglingué la Terre. Hein. On a eu une apocalypse, hein, littéralement, puisqu'on a très très peu de survivants. Et puis bah ça fait 20 piges qu'on les a pas revus ces cons-là, hein, les kaiju. Ils sont barrés, hein, ils ont tout défoncé, puis ils sont barrés. On n'a pas revu Godzilla, on n'a pas revu Mothra la mythe, etc., etc. Gojira, machin, etc. Et donc bah, les gens vivent bah, comme ils peuvent, pardon, dans un monde post-apo. Ils vont faire des petits pillages à droite à gauche, ils vont dans les ruines des villes pour trouver des bordels et tout et tout. Et puis voilà, ça se passe comme ça. Et dans un village qui est pas loin donc d'une grande ville, on a donc un groupe de personnages, donc, un groupe de jeunes gens qui donc ont leur grand-père qui est là, qui lui a vécu l'époque du cataclysme, et eux veulent partir en quête de matos dans une ville, en quête de ressources. Et lui leur dit ah, attention quand même, faites gaffe, machin. Et personnage important ce petit vieux là. Donc ils vont en ville et ils vont tomber sur une plante, en fait, des plantes qui viennent, enfin, qui ont poussé depuis peu, qui ont un peu envahi pas mal la ville, et ils comprennent pas un petit peu ça, mais ces plantes, elles attirent des nouveaux monstres. Et ça va être le retour, hein, en fait, finalement, des nouveaux monstres.
hein, et ça commence à être un peu pas terrible. Et évidemment, vous vous en doutez bien, à un moment ou un autre, ça n'annonce rien de plus que le retour des kaiju. Hein, le retour des kaiju, alors avec des batailles titanesques, hein, comme on les aime, enfin, comme moi je les aime en tout cas, hein, quand il y a du kaiju, hein, c'est-à-dire on est face à des monstres qui se foutent sur la gueule. Imaginez, hein, vous êtes en plein milieu de la chambre de votre gamin ou de votre petit frère si vous êtes jeune, il a construit toute une ville en Lego, et puis vous arrivez avec un autre pote et vous foutez sur la gueule en défonçant tous les Lego. Ben, ça fait un petit peu cet effet-là, en fait. Hein. C'est ça l'idée inspirante de Godzilla. C'est très très joli, c'est très joli, c'est très sympa. En plus, il y a derrière ça, il y a une réflexion un peu écologiste, un peu par rapport à l'être humain, concernant ce qu'il a envie de maîtriser, ce qu'il veut maîtriser, et dont il perd le contrôle. Il y a une vraie réflexion, c'est déjà un petit peu le cas à l'époque quand on a eu les Godzilla à l'écran, hein, je parle des Godzilla originaux au Japon. Donc c'est vraiment vraiment cool, c'est vraiment sympa. Même si vous connaissez pas les principes des kaiju, ou en tout cas que vous n'avez pas suivi l'histoire des kaiju au travers des 6 décennies de cinéma, eh ben, ça reste vraiment cool à lire, quoi. C'est très très beau. Il y a des scènes de combat dantesques, il y a une vraie réflexion. Non, franchement, honnêtement, pour le coup, moi j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Il est même peut-être possible peut-être que je fasse carrément une émission dessus, parce il y a matière à réflexion quand même là-dessus, là, pour le coup. Donc, Godzilla Cataclysme, très 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 sympathique. Chez Vestron, petit éditeur qui mérite qu'on le soutienne pour son travail. Sa prise de risque, ses prises de risque. Hein, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Allez, le dernier, un petit dernier, et c'est mon masterpiece, ma masterpiece. Je l'ai lu hier, et c'est Fire and Ice. Alors que les plus vieux d'entre nous connaissent sous le nom de Tigra, la glace et le feu. C'était un dessin animé des années 80, il y a 40 piges en fait. Qui était un dessin animé qui était co-réalisé par Frazetta, et Ralph Bakshi. Donc c'était, si vous l'avez pas vu, je vous invite à essayer de vous le prendre. D'ailleurs, ça, en fait, c'est un univers préhistorique, post-historique. C'est très bizarre. On sait qu'il y a déjà eu des civilisations avant, des civilisations médiévales, hein, médiévales fantastiques, et on voit que les hommes sont retombés un petit peu dans une phase préhistorique. Hein, c'est des lances en bois, mais il y a quand même de l'archerie. Enfin, c'est un monde vraiment très 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 particulier. Ça ressemble un peu à du Conan des fois. C'est vrai, faut dire ce qu'il y a, hein, faut pas c'est tout à fait violent. Et donc ça raconte l'histoire, le film original raconte l'histoire d'un affrontement entre deux blocs, en fait, entre deux royaumes. D'un côté, le royaume de glace, qui est dirigé par une sorcière et surtout par son fils, qui donc ont des pouvoirs sur la glace, en fait, hein, qui font avancer leur monde, leur royaume en gelant les territoires autour, en avançant, quoi. Et puis de l'autre côté, donc il y a la ville de Garde-Feu, enfin le royaume de Garde-Feu, où en fait on a justement un royaume avec des humains qui eux sont plutôt en maîtrise de la lave, du feu, etc. Et tout le monde redoute l'affrontement entre cette sorcière et son comment dirais-je, son nécromant de fils, et de l'autre côté, hein, le monde des humains. C'est très années 70, hein, c'est très Frank Frazetta, encore une fois, avec des dessins tout à fait morphologiquement, c'est superbe, hein, très très clairement. Et moi, ça m'avait bien marqué à l'époque, parce que c'était le premier dessin animé vraiment barbare. Ça frite, hein, quand même, hein, on se fout sur la gueule à l'époque, et c'était vraiment très très cool. Et Dynamite, ah oui, c'est la VO, pardon, hein, par contre. Hein, Dynamite Entertainment a la bonne idée de faire une espèce de préquel. Euh, donc bon, en une issue, c'est difficile de se rendre compte de ce que c'est réellement, mais déjà, il y a l'esprit. Il y a clairement l'esprit. Il y a exactement ce que moi j'en attendais, en fait. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, des décorums absolument magnifiques, hein, du dessin qui est à la fois très actuel et en même temps avec des belles références à ce qui se faisait sur le Conan des années 70, sur ce que faisait Buscema, voilà, Frazetta, ce genre de choses. Vous voyez, il y a vraiment de très très belles choses. Et ceux qui connaissent le film, en plus, ils retrouveront des choses
qui les feront sourire. Alors, c'est pas le plan easter egg à tous les étages, hein. On n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans ça. Mais voilà, on est dans une petite préquelle qui commence vraiment vachement bien pour le coup, hein. Donc la première issue, elle est parue là en août, hein, pour le coup, hein. Et on est dans un prix barbare, enfin assez barbare, un peu à la Conan en fait, hein. Et c'est, bah, moi j'ai pris, ça m'a pris, honnêtement, bon, c'est un petit peu con quand c'est comme ça, mais moi ça m'a pris, allez, bonne demi-heure, une petite demi-heure pour le lire, à détailler, machin, etc. Mais alors, c'était une demi-heure de jouissance et de plaisir total, hein, clairement, hein, pour un mec comme moi, qui suis un grand fan du dessin animé d'origine, d'une part, et d'autre part, de magie, barbare, fantasy, etc. Bon, ça, c'est du gros kiff de ouf, hein, clairement, 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 clairement. Je n'ose espérer, je sais pas si ça se fera un jour, une version en français, une fois que la mini, je crois que c'est une mini-série hein, qui a été annoncée, une fois que la mini-série sera entièrement publiée. Mais bon, ouais, hein, pourquoi pas, ce serait bien, hein, les cours, etc., de racheter les droits chez Dynamite, hein, c'est plutôt cool, hein. C'est Bill Willingham qui est à l'écriture et c'est Leonardo pardon, Manco qui est au dessin et le gars est vraiment dans un respect total de l'œuvre du trait de Frazetta, de Buscema, etc. Encore une fois, c'est très actuel et en même temps très marqué. C'est vraiment, vraiment super bon. Voilou, voilou, mes petits amours. Bah voilà, je vous avais prendre une petite review rapide, c'est ce que je viens de faire. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur deux ou trois petites bidouilles, hein. Ça vaut ce que ça vaut, encore une fois, hein. Sur ce, bah, je vais vous faire des gros bisous partout, hein. On se revoit d'ici à très peu de temps, hein. Je pense partir sur une série au long terme. J'aimerais bien, enfin, je l'ai dit, hein, j'étais dans un trip Walking Dead, il y a peu de choses. Je me demande si je vais pas faire une ou plusieurs émissions sur les Walking Dead. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Une petite analyse des Walking Dead, voir un petit peu au-delà du principe d'horreur que nous propose Kirkman là-dedans, voir un petit peu les messages qui pourraient potentiellement être sous-jacents dans l'œuvre de Kirkman au niveau du Walking Dead. Vraiment, vraiment sympa. Si le mec s'est inspiré de Romero, c'est pas pour rien. Donc voilà, je pense partir là-dessus. Puis il y aura bien évidemment d'autres petites choses à voir ensemble, d'autres petites reviews, des petites analyses. Voilà. Sur ce, je vous dis des bisous et puis à bientôt.